Bienvenue à ce nouvel épisode d'Astral hors série. En l'honneur de la célébration de Samhain, de l'Halloween, je vous présente un épisode hors série, mon top 5 de mes meilleures histoires surnaturelles. Des histoires de fantômes, d'esprits, de défunts, de sorcellerie, de possession. Oh oui, vous avez bien entendu. Des histoires à écouter quand il fait noir, à la lumière d'une chandelle, les pieds cachés dans vos couvertures pour vous assurer qu'un esprit ne vienne pas les chatouiller ou même les agripper. Ha ha. Ce que je m'apprête à vous raconter, ce sont des histoires qui me sont arrivées personnellement. Je suis à la fois une personne sceptique et croyante. Je ne suis pas la personne à sauter automatiquement à des conclusions surnaturelles, mais je ne vais pas les balayer de la main non plus. Allô, Lénou? Je suis et serai toujours ouverte à toute possibilité parce que l'univers mécanique de Newton ne me satisfait pas entièrement. Alors voilà. Je suis aussi très consciente que nos croyances teintent notre réalité et pour cette raison, je m'efforce de garder un esprit critique en tout temps, pour moi-même et pour les autres. Du moment qu'on entre dans le monde des énergies subtiles et du paranormal et de l'occulte et du surnaturel, il faut toujours garder un esprit critique. Mais ce soir, je vais y aller avec mes tripes, mon senti et vous serez les juges. Est-ce de la folie, du délire spirituel, un biais cognitif? Ça va être à vous de décider. Ce qui est certain, c'est que la plupart de ces histoires-là sont encore mystérieuses pour moi, que c'est le genre d'expériences qui peuvent pas être reproduites sur commande, qui peuvent pas être quantifiées non plus, et qui, pour cette raison-là, ne tiendraient jamais la route dans un laboratoire ou selon la science. Alors, on y croit ou on n'y croit pas, et moi, je vous laisse libre de vous faire votre propre opinion. On va commencer par une histoire de Ouija, ça en prend bien une. Ensuite, on va aller avec un appartement hanté. Ensuite, on va y aller avec un rituel qui a tourné pas tout à fait comme on avait prévu. Une autre histoire d'hantise. Et on va finir par une histoire que j'ai hésité longtemps à partager parce qu'elle implique plusieurs personnes. Mais c'est une histoire qui nous parle de possession ou de possible possession. Alors, on va commencer avec l'histoire de Ouija. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, connaissent un peu mon histoire, j'en avais discuté sur l'épisode numéro 37 de Mystique avec Vanessa DL, un peu mon historique, pourquoi je me suis intéressée à la vie après la mort, ou cette fascination-là pour comprendre les mécanismes de la mort et est-ce qu'il y a une vie après, et toute cette odyssée-là qui m'a amenée à m'intéresser à tout ce qui est justement surnaturel et occultisme et autres. Si je vous fais un topo rapidement, tout a commencé quand mon grand-père est décédé. C'était un grand mystère pour moi, je cherchais à communiquer avec lui, alors j'étais encore toute jeune et j'ai entendu parler de Ouija. Là, je me suis dit, oh my God, mais c'est la réponse à comment je vais pouvoir communiquer non seulement avec mon grand-père, mais d'autres esprits. Alors, je me dis, wow! Alors, très difficile à l'époque, dans les années 80, de mettre la main là-dessus, surtout à l'âge que j'avais, mais bref, je m'en suis fabriqué un. Ensuite, je m'en suis trouvé un. Un ami en avait et voilà. Alors, première histoire. Je vais changer le nom de tout le monde pour protéger l'anonymat de tout le monde qui était inclus dans cette histoire. Mais je vous salue tous en passant pour ceux qui vont se reconnaître. Alors voilà, histoire de Ouija. J'étais pas encore tout à fait convaincue de l'efficacité du Ouija. Je jouais avec plusieurs amis et dont une amie qu'on va nommer Amélie. On essayait différents trucs et on essayait de voir, puis parler à un, parler à l'autre. Et on était toutes jeunes, là, je te parle de ça, là, je suis encore au primaire. Et un jour,
le malheur a frappé la famille de mon amie Amélie et sa mère est décédée après un long combat avec le cancer. Évidemment, mon amie était dévastée par la perte de sa mère, mais en même temps, pour nous, c'était comme, mon Dieu, on est encore là, on va lui parler, on va essayer de lui parler, tout ça, tu sais, dans notre grande inconscience de jeunesse, parce qu'on s'entend qu'on prenait pas en considération, justement, tous les effets psychologiques que ça pouvait avoir et autres, là. Je conseille vraiment pas ça, on fait pas ça personne, que le Ouija soit efficace ou pas. Si vous avez parlé à quelqu'un que vous avez, à un être cher, vous avez perdu, parlez-lui avec votre cœur, parlez-lui en tout temps et n'importe où, en nature ou en méditation, bref. Mais bon, on trouvait que Ouija était quand même un outil intéressant. C'est sûr que ça s'est pas fait directement après le décès de sa mère, mais peut-être, je me rappelle pas, peut-être quelques mois, ou peut-être une année plus tard et tout ça. Ça a été un peu dans les dernières fois, là, vraiment, que j'ai utilisé avec une autre personne, du moins, en tout cas, le Ouija. Bref, on était installés après l'école, on avait super hâte et tout ça. Et puis là, on met nos mains, puis on demande vraiment à parler à sa mère. Et à l'époque, j'habite dans le village de Trois-Pistoles, dans le Bas-Saint-Laurent. Et ma maison sur le bord du fleuve, devant chez moi, c'est un terrain vide et derrière aussi. Tu sais, c'est sûr qu'on a des voisins de chaque côté, mais on est l'automne, toutes les fenêtres sont fermées et tout. Et bref, on a les mains sur la plaquette et là, on demande à parler à sa mère. Puis là, il se passe rien. On attend. Et là, tout d'un coup, un cri. On se regarde. Et là, ça nous saisit. On lâche le Ouija, paniqué. Là, j'ai le feeling que on vient de déranger les morts. On vient vraiment de faire quelque chose qu'on n'aurait jamais dû faire. C'est comme si ce cri-là venait de l'arrière de la maison où est-ce qu'il y avait un boisé et clairement, il n'y avait personne. Mais c'est comme si on l'avait entendu toutes les deux du même côté, comme si ça provenait un peu du centre de la table, un peu. Alors, c'était vraiment, vraiment particulier. Alors, on a tout lâché ça. On n'en a pas vraiment reparlé après ça. On a gardé ça comme vraiment, je pense que ça avait créé un malaise. Mais ça a été vraiment un moment marquant pour moi de dire, bon, OK, il y a des choses qui se font pas. Et aussi, il faut dire sur toute la communication avec les morts. Parfois, c'est la mémoire de la personne qu'on ressent. Parfois, c'est la mémoire de la personne avec laquelle on connecte. Ça reste encore mystérieux à savoir est-ce que je connecte avec vraiment la personne. Ouija peut être un excellent outil pour faire parler votre subconscient parce que souvent c'est ça aussi. Alors ça dépend vraiment qui l'utilise, comment l'utilise, l'expérience que la personne a. Est-ce que la personne elle a fait du spiritisme dans sa vie? Est-ce que la personne elle a une certaine expérience et est capable de distinguer entre sa propre énergie, des mémoires énergétiques ou encore, c'est ça, une possible manifestation. Alors ça, c'est des clés bien importantes quand on parle du Ouija. Alors on fait attention. On dérange surtout pas les morts pour rien, les amis. On fait pas ça. Number 4. Premier appartement, je m'en vais habiter à Jonquière avec mon amoureux de l'époque. On est 3 dans un tout petit appartement. Et pour X raison, ça fait déjà plusieurs années, là, je suis plus vieille. Là, j'ai 19-20 ans, alors j'ai déjà comme un background un peu plus d'expérience et on l'espère un peu plus de sagesse. Et justement, tu sais, entre-temps, j'ai vécu tout plein de trucs dans le monde du paranormal et la compréhension de tout ça avec les entités, les défunts, peu importe, ces choses-là, les énergies subtiles surtout. Et pour X raison, quand je suis seule dans la chambre de cet appartement-là, je me sens observée. J'ai toujours l'impression que je suis pas toute seule. Mais je ressens pas ça comme négatif non plus, mais je dois avouer que quand je suis seule dans cet appartement-là,
je trippe pas tant que ça. Tu sais, il y a comme une petite présence, tu sais. Et là commencent à arriver des phénomènes un peu étranges que les deux personnes avec qui j'habitais attribuaient à ma présence parce que eux étaient là plusieurs mois avant que moi j'arrive. Je suis arrivée un peu plus tard. Et du moment que je suis arrivée, la télévision, ou à l'époque un tape deck, mais c'était surtout avec la télévision, quand la télévision était fermée, puis que je passais proche, c'est comme si elle ouvrait puis elle fermait vite, vite. On voyait toujours comme un point apparaître au milieu de la télévision, tu sais. Fait qu'au début, on riait de ça, là, que c'était vraiment comme, il doit y avoir un problème électrique ou... puis là, c'est devenu un running gag, comme, Mel, tu dégages l'électricité ou des choses comme ça, tu sais. Ça s'est mis à une reprise ou deux, je me rappelle pas, à arriver aussi dans la chambre, pendant qu'on faisait jouer un CD ou une cassette, peu importe, ça arrêtait tout seul. Les gars étaient intéressés à tout ça, étaient ouverts à tout ça, mais tu sais, c'était comme moins leur bail. Une journée que j'étais seule, j'ai décidé de prendre un moment seule dans la chambre, les lumières fermées, je me suis allumé une bougie et je me suis mis à parler à qui, à quoi, je savais pas, mais à vraiment lui dire, va dans la lumière, si t'es ici puis que t'es pas bien ou que t'es pris ici, va dans la lumière parce que ici c'est le monde des vivants puis ça te donne plus rien de rester ici là. Tu sais, on est des nouvelles personnes, on ne veut pas de mal. Alors vas-y, tu sais, vas-y, va dans la lumière, sois en paix. Alors là, ça reste comme ça, tu sais. J'étais contente de mon affaire, pas de manifestation, pas rien d'anormal, tout ça. Mais suite à ça, tout ce qui était télévision qui ouvre, qui ferme ou CD qui s'arrête tout seul, ça s'est terminé tout d'un coup. Alors là, pour moi, c'était comme un peu une preuve, il y avait vraiment quelque chose. Alors, ça reste comme ça. Fait que j'oublie ça, puis on continue à faire notre petite vie, puis les choses vont bien, puis je travaillais là-bas, tout ça. 1 an plus tard, je termine ma journée de travail avec une collègue et elle me dit... je m'en vais chez ma mère, elle habite pas loin de chez toi, est-ce que tu veux embarquer avec moi? Là, je dis, oui, c'est sûr. Alors là, elle m'amène, puis là, je dis, c'est la maison juste là. Là, vraiment, là, la mâchoire lui tombe, elle dit, OK, attends, tu restes-tu en bas, là, l'appartement à droite? Fait que là, je dis, ouais. Elle dit, OK, c'est parce que t'es pas au courant. Là, je dis, non, quoi? Elle me dit, elle dit, il y avait un couple qui habitait là, puis ils se sont séparés. La fille est partie. Puis le gars, il a tellement pas bien pris la séparation qu'il s'est suicidé dans la chambre. Oh, OK. Là, ça explique des choses. Là, elle m'explique que ça a même pris quelques jours avant qu'il le trouve. Tu sais, on est avant les cellulaires, on est avant tout ça. Ni la mère, ni la blonde de ce gars-là avaient de nouvelles. Alors, ils ont décidé d'y aller et quand ils ont vu qu'ils n'étaient pas capables d'entrer, qu'il ne se passait rien, ils ont fait venir la police et ils l'ont découvert. C'est sûr qu'on peut dire, tu sais, c'est une coïncidence. Non, t'as imaginé ça. C'est sûr qu'on peut dire ça, mais pour moi, c'est plus que ça. Alors, c'est à vous de décider. Number 3. Maintenant, on va y aller avec une histoire de rituel. De rituel fait à Samhain il y a quelques années avec une amie que je vais nommer Julie, tiens. Encore là, ça aussi, c'est vraiment une histoire un petit peu délicate. Moi, j'ai beaucoup appris par erreur. Et là, c'est encore plus fâchant parce que j'avais une certaine expérience là dans le domaine de magie rituelle ou autre ou tout ça. Et bref, j'y vais. Alors, cette amie-là, Julie, m'avait confié que... Et là, il faut que je fasse un avertissement, un trigger warning, parce que la personne dont je m'apprête à vous parler, elle avait vécu de l'abus de la part d'un oncle. Je pense que ça avait été caché, je pense que ça a été toujours caché à toute la famille. Et en bonne guerrière, elle avait vraiment comme
bien caché ça aussi à l'intérieur d'elle. Elle avait bien enfoui ça. Et puis, ce qui en restait, c'est une forme de colère, mais surtout un désir de protection, de se protéger de cette personne-là et surtout de couper tout lien énergétique ou psychique ou psychologique avec lui. Alors, pour le rituel de Samhain, qui est vraiment un rituel de lâcher prise, de laisser aller des choses, de laisser mourir des choses, c'est ce qu'elle avait choisi. Elle avait choisi de faire un rituel pour vraiment couper tous ces liens-là invisibles qui la liaient à son oncle. Alors, souvent dans un rituel, des fois on va utiliser le nom de la personne ou on va utiliser un symbole qui représente la personne. Elle avait décidé d'utiliser la voiture en symbole parce que ce monsieur-là, dans la vie, faisait de la livraison, différentes choses. Alors voilà, elle décide de ses symboles, elle décide de ses choses, tout ça, elle met ça là-dedans, et puis on envoie l'énergie pour couper tout lien avec cette personne-là, puis que, tu sais, vraiment pour l'éloigner d'elle le plus possible, tu sais. Et tous ces souvenirs-là qu'elle avait associés, justement, à lui à travers ces symboles-là. Le temps passe et tout, tu sais, puis on est contente. Elle avait son rituel, c'était son choix. Moi, j'avais le mien, tout ça. Bon, on avait décidé de couper avec certaines choses avec lesquelles on voulait couper dans nos vies. Et quelques semaines plus tard, elle m'appelle en panique et elle me dit « Mélanie, mon oncle vient de faire un accident. » Oh, OK. Il est correct, là. Il est correct. Il est à l'hôpital, mais il est correct, tu sais. Il est assommé solide. C'est-tu nous autres qui avons fait ça? Je peux pas dire oui, je peux pas dire non. Je peux pas dire oui, je peux pas dire non. L'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir sous-estimé la colère qu'elle avait pour lui. L'erreur que j'ai faite, c'est sous-estimer la profondeur de l'énergie qu'elle était capable de projeter sur lui. Ouais. Celle-là, ça aussi, c'en est un autre qui m'a marqué. C'est pour ça, les amis, quand vous faites des rituels, même si vous êtes expérimenté, vous pouvez encore faire des erreurs. Faut faire attention. Faut vraiment, vraiment, vraiment aller voir les intentions derrière l'intention. Faut aller voir l'énergie derrière les intentions. Faut tout le temps aller voir un peu plus loin. Ce qui est arrivé à cet homme-là, ce qui est surtout arrivé à cet homme-là, c'est qu'il n'a pas été blessé. Excusez, c'est parce que dans ma maison, vient juste de passer une petite lumière sur le mur à côté de moi. Je mentionne. La personne, elle n'a pas été blessée gravement ou quoi que ce soit. Mais l'impact le plus fort, je vous dirais, c'est vraiment que il n'a pas pu travailler. Il n'a pas pu faire ses livraisons. Ça lui a coûté cher. Et c'est probablement la chose qui pouvait le faire, excusez l'expression, mais chier le plus. Alors, quelque part, l'énergie s'est en allée où est-ce que ça allait lui faire mal à lui, tu sais. Mais ça sera jamais proportionnel au mal qu'elle a vécu, tu sais. Il y a quand même une petite revanche là. Et moi, je suis parfaitement contre utiliser la magie ou les rituels pour se venger. Mais je pense que dans le cas de mon amie Julie, c'était vraiment très, très, très inconscient. Je pense que c'était parce que je le sais que elle voulait pas le blesser, elle voulait pas lui faire du mal, là, c'est sûr, mais je pense qu'il y avait une forme inconsciente derrière ça qui s'est vraiment comme pouf, garoché. Quand on fait un rituel, on prend l'énergie et on pointe une cible puis on envoie l'énergie sur la cible. Ouais, on n'est pas toujours, on peut pas toujours savoir comment l'énergie va se manifester. C'est ça la difficulté. Alors voilà. Number 2. Ici, on parle encore un peu d'antise. Même chose, je vais changer le nom de la personne concernée. On va l'appeler Patricia. Patricia était une très, très bonne amie à moi. C'était un couple d'amis, à moi et mon amoureux. Des gens un peu bohèmes, un peu artistes, tout ça. Et c'était des personnes qui faisaient souvent des parties chez eux, des parties vraiment très cool. Il y avait tout le temps plein de monde, la bonne bouffe, puis toujours des surprises, puis plein de trucs, tu sais.
Patricia, à ce moment-là de sa vie, elle avait perdu quelqu'un de très important pour elle. Et je pense que ça l'avait amenée un peu dans une forme de dépression où est-ce qu'elle parlait constamment à l'intérieur d'elle, à cette personne-là qu'elle avait perdue, comme si elle voulait aller le rejoindre quelque part. Et à cette période-là, il a commencé à avoir des drôles de manifestations dans sa maison. Puis c'était assez puissant. Puis c'était assez sombre aussi. C'était un moment où est-ce que dans notre amitié, on était peut-être un peu moins proches. Alors j'étais moins à l'affût de ce qui se passait chez elle. Mais j'étais très, très consciente que ça allait pas, tu sais, ça allait pas. Elle avait, comme je disais, elle avait souvent des gens à la maison, tout ça, des gens qu'on connaissait. Et à un moment donné, ces gens-là ont commencé à dire, quand je vais chez Patricia, là, j'entends des pas. J'entends quelqu'un marcher, là, ça me freak, je veux plus y aller. Je veux pas être là tout seul, je me sens pas bien. Il y a comme quelque chose, j'entends des pas. Puis je suis le gars, ben voyons, t'entendais pas. De quoi tu parles? Voyons. Il y a pas rien qui se passe là. Je la connais, cette maison-là, il y a rien de spécial. Je sais que Patricia va pas tellement bien, mais regarde. Et à un moment donné, justement, ils font un gros party, tu sais, on est tous à la table, là, vraiment, on est une vingtaine peut-être à table. Et comme je vous dis, eux avaient l'habitude de faire en grand puis faire des surprises, tu sais. Je vous donne un exemple. À un moment donné, on gros party, tout ça, et c'est une maison sur plusieurs paliers, tout ça. Et après le souper, ils nous disent, bon, ben, on va aller en bas, on a quelque chose à vous montrer, tu sais. Fait on va aller en bas, dans votre maison en bas, OK, parfait. On était descendu en bas, puis là, il y avait des croupiers avec des tables de poker, puis il y avait un tapon d'affaires, puis t'es comme, OK, wow, vous êtes rentrés quand, vous autres? On vous a pas entendu, là, vous étiez là depuis quand, là? Fait que, tu sais, c'était des gens comme ça, ils faisaient des surprises, ils faisaient des trucs, ils organisaient tout le temps des affaires le fun, tu sais. Fait que t'es comme, alright. Et ce fameux soir-là, qu'on est tous à la table et que ça fait quelque temps que les gens mentionnent qu'ils entendent des pas, qu'ils entendent des choses, tu sais, on est là. Je sais que mon amie, à ce moment-là, elle s'accroche un sourire, puis comme si tout était beau, mais tu sais, on sentait là, qu'il y avait une certaine, un nuage noir, en tout cas, qui était avec elle, une grosse peine, tu sais, malgré son sourire. Et là, à un moment donné, pendant qu'on mange, je vois les gens au bout de la table, c'est comme quand même loin, ils s'arrêtent tous, puis là, ils cringe, là. Tu sais, moi, j'entends rien, fait que là, il y en a un qui dit, bon, encore. Puis là, mon amie a dit, faites-vous-en pas, tu sais, c'est telle personne que j'ai perdue, on va l'appeler Jean-Marc. C'est Jean-Marc, tu sais. Mais moi, mon feeling, c'est que c'est pas Jean-Marc, là. C'est pas Jean-Marc. Mais là, en même temps, je me dis, ils ont-tu encore fait comme un truc, là, où est-ce que, finalement, genre, un magicien qui va descendre d'en haut avec un lapin dans son chapeau ou quelque chose comme ça, tu sais. Mais moi, j'avais rien entendu pour le moment. Alors là, mon amie continue à serrer les gens, tout ça, et là, au-dessus de ma tête. Clac, 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 clac. Vraiment, là, des souliers de monsieur. Puis tu sais, des souliers de monsieur qui claquent à terre, là. Puis fort, là. Fort! Là, c'est sûr tout le monde a figé. Tout le monde a figé, puis là, petit rire malaisant, tout ça. Alors là, les gens qui me connaissent un peu, ils savent bien que who you gonna call? Mel! Fais quelque chose! Alright. Ghostbuster! Alors là, c'est ça, je dis tout haut. OK, Jean-Marc, là, on se calme. Tu commences à faire peur à tout le monde, là. On se calme. Sinon, avoir notre soirée, c'est correct. Fait que là, tu sais, c'est comme... Tu sais, on te remercie pour ta présence, mais ça va aller, hein, pour ce soir, là. Fais pas peur aux jeunes, là. Mais là, c'est plus fort que moi, là. Je l'ai entendu, on l'a tout entendu. Fait que là, un peu plus tard, tu sais, je monte pas tout de suite, mais il fallait que j'aille voir, là. Je suis montée en haut. Les pas venaient de la chambre où est-ce que mon amie Patricia dormait. Et je suis montée en haut, et il y avait personne et je n'étais pas bienvenue. J'étais pas bienvenue. C'est comme toi, Botta. All right. Alors, on a terminé notre soirée. On s'est bien amusé. Il n'y a pas eu d'autres manifestations, mais clairement, il se passait quelque chose à cet endroit-là. Là. Moi, tu sais,
Des effets sonores, là, c'est ça qui est dommage. Tu peux pas faire arriver ça. On peut toujours dire les murs craquent, mais je reconnais des pas quand je les entends. Et je vous garantis qu'il y avait personne. Alors ça va rester quand même une de mes plus belles manifestations. Là. Vraiment, côté sonore, c'est quand même plutôt rare, puis malheureusement, ça se fait pas sur commande, mais bon. Je tiens à dire que cette maison-là a été vendue. Ils sont pas partis pour cette raison-là, ils sont partis pour d'autres raisons. Mais cette énergie-là, elle n'était pas accrochée à la maison, elle était accrochée à la personne. Je pense que ça s'est maintenant tout dissipé, tout ça. C'est la personne, elle va mieux, elle a pris le dessus, puis tout ça, tu sais. Mais oui. Alors, parfois, puis vous allez voir ça dans la littérature, si vous êtes déprimé, si vous êtes dépressif dans une phase de vie vraiment difficile, ce n'est pas le temps de jouer justement avec le monde invisible. On fait pas ça. Alors là, je réalise que je fais beaucoup d'avertissements. C'était pas prévu. Je voulais juste vous dire comme il est arrivé ci, il est arrivé ça, mais tu sais, pendant que je suis dedans, je me dis ouais. Alors pendant que je suis dedans, ne faites pas les mêmes erreurs que moi, je vous en prie. Soyez avertis, quoi. Voilà. Number 1. J'ai 13-14 ans. Je suis obsédée par la sorcellerie. Je suis vraiment dans mes débuts. J'ai suffisamment joué avec le Ouija. Le Ouija m'apparaît comme quelque chose d'enfantin qui marche à moitié. Je veux quelque chose de plus puissant. Alors là, je me tourne vers la sorcellerie. J'ai pas nécessairement commencé ni avec le bouddhisme, ni avec le Love and Light, là. J'ai plutôt trempé ou mis la grosse orteil, puis le pied, puis la jambe dans une zone où est-ce que le noir et le blanc se côtoient. J'avais énormément d'intérêt pour l'occultisme et là, j'entendais parler de livres, de grimoires, de ci, de ça, et là, je voulais vraiment mettre la main là-dessus. Et toujours dans mon village de Trois-Pistoles, si tu as une librairie, t'es bien chanceux. Il n'y a pas d'Amazon, il n'y a pas d'Internet, on n'avait pas accès à rien de ça. Il fallait que tu ailles dans une boutique spécialisée ou que tu commandes par une boutique spécialisée, que tu écrivais à la main une lettre. Moi, je me souviens d'avoir écrit à l'époque Feu, Mélange Magique, un magasin qui a eu pignon sur rue pendant une vingtaine d'années, certainement sur Sainte-Catherine à Montréal, qui était la référence en termes de occultisme, sorcellerie, Wicca et compagnie, tout ça. Et là, je voulais mettre la main sur un livre particulier de Cornelius Agrippa. Cornelius Agrippa, c'est le père de tout système magique occidental. Il a fait un travail phénoménal et encyclopédique sur la magie naturelle, céleste et divine. C'est les mots que j'utilisais. Toutes les correspondances entre les pierres, les herbes, l'astrologie, et j'en passe, là. Tout ce que vous pouvez imaginer qui se retrouve dans un grimoire de magie, là, ça descend tout de lui. Il a publié en 1533, là. C'est pas jeune, là, OK? Son premier tome d'une série de 3 qui s'appelle La philosophie occulte. C'est vraiment le père de la magie moderne et de l'occultisme moderne. Il a été suivi par plein d'autres que j'adore, mais là, j'irai pas là-dedans. Peut-être que ce sera pour un autre épisode. Mais je reviens à Agrippa. Plusieurs années après sa mort est apparu le grand grimoire et la grande clavicule de Salomon, avec en sous-titre Magie noire, force infernale du grand Agrippa, pour découvrir les trésors cachés, se faire obéir des esprits, anges et démons. Alors, vous imaginez où est-ce qu'on s'en va, là, hein, les amis? Mais avant tout, qui est Salomon? Un peu d'histoire. Salomon, c'est une figure de l'Ancien Testament. Si vous fouillez l'Ancien Testament, vous allez le trouver. Fils de David, reconnu comme prophète et roi d'Israël. Apparemment qu'il avait le don de parler aux animaux, était reconnu pour sa grande sagesse. Dieu, on parle de Dieu de la Bible, lui donna le don de maîtriser les vents et lui a offert un anneau connu sous le nom du sceau de Salomon. Et ça lui permettait de commander les génies, ce qu'on appelle des djinns, ainsi que des démons.
toujours selon le mythe, évidemment, là. Et ce sceau-là lui permettait aussi de soumettre à ses ordres toute créature, même les plus puissantes. Et ces créatures-là lui enseignèrent toutes les sciences occultes, magie, sorcellerie, astrologie et autres. La grande clavicule de Salomon, c'était le grimoire que tous les sorciers et magiciens se devaient d'avoir. Il est apparu autour du 16 et du 17e siècle et vraiment il est passé à travers le temps. On disait qu'il était écrit par Salomon lui-même et qui contenait tous les secrets de l'Égypte ancienne. Ce qu'on appelle soit la clé de Salomon, la clavicule de Salomon ou le sceau de Salomon, c'est des manuscrits d'une époque très lointaine et qui est comme une référence dans le monde de l'occultisme. Et c'est ça, plusieurs occultistes de l'époque, dont Agrippa, avait décidé d'incorporer ce grimoire-là dans leurs travaux. C'est comme une pièce un peu fondamentale de notre occultisme moderne aussi. Alors là, vu que je suis fascinée par l'au-delà et que j'ai envie d'aller bien au-delà du Ouija, ça me prend ça. Alors là, je découvre une boutique à Rimouski qui s'appelle la librairie boutique Vénus. Alors, eux avaient, je crois, le petit ou le grand Albert, qui sont vraiment, justement, plein de grimoires qui ont été compilés et mis ensemble. Et à l'intérieur de ça, tu trouves la clavicule de Salomon, tu trouves le dragon rouge, le dragon noir. Alors là, voilà. Je capote. J'ai une amie à ce moment-là qu'on va appeler Jess. Je pense que ça a été ma première amie, là, où est-ce que c'est 12, 13, 14 ans, puis t'es vraiment, là, c'est ta sœur, là, c'est vraiment comme ta sœur. Et elle avait un frère qui était dans un band heavy metal. On parle des années 90, Slayer, Iron Maiden, vraiment des trucs qui écorchaient solide, là. Un des gars dans le band avait un certain intérêt envers moi et un intérêt pour la sorcellerie. Alors, tu sais, il y a comme on s'est daté très peu longtemps. Parce que, voyez-vous, il n'y avait pas les cheveux longs. Fait que ça m'intéressait plus ou moins. Mais bref, comme je disais, lui aussi avait beaucoup d'intérêt envers la sorcellerie. Il s'était procuré des livres aussi. Puis lui, il allait vraiment plus dark, là. Tu sais, c'était pas juste essayer de rentrer en contact ou d'acquérir un savoir ou tout ça. Lui, c'est vraiment du pouvoir qui l'intéressait. Puis le classique de dire, on va signer un pacte avec le diable pour qu'il nous rende célèbres avec notre musique. Années 90. C'est ça qu'on faisait, nous autres, l'été. J'entends parler à un moment donné qui ont fait une genre de cérémonie et que là, un des membres du groupe, on va l'appeler Alex, c'est comme s'il a perdu la carte, il est comme viré fou. Puis tu sais, là, ils ont arrêté tout ça, puis ils ont tous eu peur, ils ont eu très peur parce que, ça, je me rappelle pas exactement, mais il me semble qu'il disait qu'il s'était mis à parler d'une façon gutturale ou étrange ou tout ça, ou en tout cas, il était très, très, très agité. Fait que là, ils ont tout arrêté ça. Là, le temps passe. Tu sais, puis là, pendant ce temps-là, cette gang-là et moi, on commençait à être un peu des adversaires. Alors là, moi, j'étais comme en mode super protection. J'étais pas trop sûre de qu'est-ce qui était, s'ils projetaient des choses sur moi, si tu sais, là, vraiment, là, guéguerre de sorciers de village, imaginez-vous donc, tu sais, c'était comme ça. Mon ami Jess et son frère Steph ont décidé de faire un party avec tout le monde, toutes les amies. Donc, son frère, évidemment, il avait invité tous les membres de son band, en plus de plein d'autres amis. Et moi, j'étais pas mal toute seule avec Jess. Et pendant la soirée, justement, on trouve qu'Alex, la personne dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait une réaction très forte à un rituel, on trouve que il est étrange ce soir-là, tu sais. Fait que là, Alex rentre comme dans un état second et là, commence à tomber puis se relever, puis tomber puis se relever. Commence à dire toutes sortes de choses. Et là, Matt, qui fait son grand magicien, viens dehors, Alex, là, tu sais, j'ai mes livres, je vais t'organiser ça, là, tu sais, je suis sûre qu'il y a une énergie qui colle après toi, là, on va se débarrasser de ça, tu sais. Fait que là, ils vont dehors, puis dehors, en train de faire des invocations sur lui, tu sais. Et là, Alex devient ultra violent. Il le pousse,
puis devient violent avec tout le monde. Et là, on commence à être paniqué, tout le monde. Et là, ça dure longtemps. Là. Il commence à crier des choses à certaines personnes et vraiment, c'est comme, mais d'où tu sors ça? Là? Puis c'est vraiment justement là, un vocabulaire un peu grimoire, puis un peu biblique, puis un peu ci, puis un peu ça. Puis paf, là, il tombe à terre, puis c'est comme s'il passe out, puis il se relève, puis il recommence. Là, on est comme, oh my God, tu sais, des jeunes ados, là. On veut pas que le party finisse, là. Faut pas que sa mère, elle s'en rende compte. Fait que là, il y a des gars qui sortent, qui étaient des gars qui travaillaient très physique, alors très solides, très forts. Il était pas un ni deux, il était trois pour le retenir. Alors, la mère de mon amie, elle sort, et là, elle est très religieuse, elle est très croyante. Et là, elle commence à paniquer, là. C'est quoi vous faites, là? Puis elle, pour elle, ben justement, c'est satanique, c'est... Elle a peut-être un peu raison, remarquez. Alors là, la mère de mon amie, elle se dit, ben, je vais appeler sa mère, là. Ça va pas, il est en psychose, là. Il y a quelque chose qui se passe, là. Il est vraiment pas bien. Alors là, sa mère arrive. Puis là, quand sa mère arrive, commence à l'insulter. Mais tu sais, c'est pas quelque chose qu'il aurait fait, là. Tu sais, c'était quelqu'un qui avait une intensité, mais tu sais, c'était vraiment horrible, là. Puis là, les deux mères voulaient pas appeler le père parce qu'ils avaient peur que quand le père allait arriver, le monsieur qui avait une certaine réputation dans le village, tout ça, ben c'est comme non, là, on va pas faire un show là en plus là. Alors moi, du haut de mes 13-14 ans, je me dis ah ben là, dernier recours, faut appeler le prêtre. Fait que j'arrive à trouver, imaginez-vous donc le numéro du prêtre et tout, et quelqu'un me répond et me dit oui, un instant, tout ça. Et là, me passe le prêtre, puis là, je dis, ben, on pense que notre ami est possédé, là, on sait plus quoi faire. Puis il a tellement été, il a été fin psychologue, si je peux dire, là. Il nous a vraiment dit, ben là, couchez-le par terre, étendez-le, essayez de le calmer, tu sais, amenez-lui de l'eau, tu sais, il était vraiment très cool, là, comme prêtre. Il m'avait dit, ben, rappelez-moi si dans quelques temps, ça va pas mieux, tu sais. Mais effectivement, plus ça va et moins ça va bien. Et là, il crie, il shake, il pleure, il y a rien qui fait pas, là, tu sais. Et Matt avait comme disparu un peu, où il était allé se cacher parce que, ben, il était quand même, il y avait une certaine responsabilité, là, clairement, là-dedans, là. Finalement, les deux mères en panique décident, ben, il n'y a plus rien à faire, là, il faut appeler le père. Le père arrive. Alex, qu'est-ce que tu fais là? Et à ce moment-là, il était par terre, on l'avait mis par terre, évidemment, il s'est levé. Et là, les trois jeunes hommes forts ont essayé de le retenir. Oublie ça, là. C'est comme s'il a ouvert ses bras, les gars sont pas tombés, mais quasiment, il est allé vers son père, il l'a pris au cou, il l'a mis à genoux, il essayait d'étouffer. Alors, ben là, c'est l'ambulance. Puis là, c'est la camisole de force. Puis c'est Alex qui mord l'infirmier au sang. Et c'est vraiment un film d'horreur, là. On est vraiment dans un film d'horreur. Puis Alex qui me regarde, puis « Qu'est-ce qui m'arrive? Aide-moi, aidez-moi tout le monde, aidez-moi, la panique! » Tu sais, parce qu'il partait, puis il revenait, il partait, puis il revenait. Suite à ça, il a passé la nuit à l'hôpital. Ses parents ont cru bon justement de faire venir le prêtre à l'hôpital pour le bénir, si on peut dire, pour essayer de calmer, tu sais. Eux, personne croyait que c'était... tout le monde croyait que c'était d'ordre psychologique. Donc, après son séjour à l'hôpital, il revient chez lui. La journée de son retour à la maison, la mère de mon amie Jess est allée rejoindre justement la mère d'Alex et sa sœur. Ils étaient assises autour de la table, puis ils reparlaient de ça, puis qu'est-ce qu'ils avaient vécu, puis comment c'était intense. Puis comme je vous dis, la mère de Jess était vraiment très religieuse. Elle croyait vraiment à tout ça. Elle était convaincue. Elle, au moins, c'était la seule qui nous croyait, qui disait... Ouais, vous avez touché à des trucs, là, puis vous avez provoqué quelque chose, vous avez provoqué quelque chose, tu sais. Et la mère d'Alex aussi avait quand même une certaine ouverture d'esprit sur ces choses-là, tu sais. Alors là, pendant que les femmes sont en train de jaser autour de la table, Alex descend de sa chambre, puis là, il leur dit « Allez vous cacher. Allez vous cacher parce que je le sens, ça revient, je sais pas quoi faire. Allez vous cacher. » Les filles ont pris panique, sont allées se cacher dans la chambre
de la mère d'Alex. Et il les a suivis comme des enragés. Et sa petite sœur, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, ils ont fermé la porte, puis ils criaient en arrière de la porte. Puis là, elle voit un crucifix sur le... Tu sais, je vous dis ça, ça quasiment pas... on dirait que c'est invraisemblable, mais que voulez-vous? C'est vraiment ça. Elle est partie ramasser un crucifix là, qu'il y avait quelque part sur un mur ou dans un tiroir, puis elle a juste entrouvert la porte, puis elle a sorti ça, puis bang, il est tombé sur le dos, bang, il a perdu connaissance. Mais c'est ça, on a commencé à avoir peur de qu'est-ce qu'on avait mis en mouvement tout le monde. Alors là, moi, c'est là que j'ai commencé vraiment à faire un travail énorme spirituel sur moi, justement, pour comprendre toutes ces choses-là, puis mieux agir avec ces choses-là et comprendre les limites aussi de qu'est-ce que tu peux faire, parce que c'est ça, il peut y avoir des conséquences. C'est sûr que certains vont dire que c'est une psychose. Puis si vous pensez que c'est une psychose, parfait. On a été plusieurs fois dans cette gang-là à se retrouver à l'occasion, moi, Alex et d'autres personnes, on s'est recroisés. Puis à chaque fois, mais qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? Mais on avait peur de se retrouver ensemble parce qu'on avait toujours peur de réanimer cette énergie-là. On est comme unis, toute la gang, par un lien particulier, mais c'est comme l'histoire dont il faut pas parler trop, là. À quelques reprises, justement, Alex, je l'ai recroisé, puis Mel, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé ce soir-là? Qu'est-ce que tu penses vraiment, tu sais? J'ai-tu fait une psychose ou c'était d'autres choses? Moi, mon avis, c'est que c'est un peu des deux, tu sais, un peu des deux. Est-ce que c'était vraiment... Je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue, je sais pas si c'était une psychose ou réellement. Certains vont entendre ça et vont dire, ben oui, c'est clair, c'est une psychose. Mais pour moi, ou le pouvoir de la suggestion, ou l'impressionnabilité, ou quelque chose comme ça, tu sais. Mais pour tous ceux qui étaient là, qui l'ont vécu et qui ont passé à travers toute cette épopée-là, il n'y avait aucun doute qu'il y avait des forces qui étaient hors de notre contrôle, qu'on avait mis en place. Alors voilà, mes amis. Tout ça, c'est des histoires vraies. C'est vous qui décidez qu'est-ce que vous faites avec ça. Je vous souhaite une joyeuse Halloween. Dormez bien, reposez-vous bien, gardez une lumière allumée si jamais.